Ce que nous disions, le problème de l'ancrage dentaire pour le traitement des classes 3, c'est qu'on va avoir des appuis donc par des bagues ou des crochets solidarisés sur les dents et qui vont avoir tendance à une extrusion, une mésialisation des molaires supérieures, une proclination des incisives, une bascule en fait des différents plans d'occlusion, et ce n'est pas toujours souhaitable. C'est pour cette raison que différents ancrages osseux ont été développés. D'un point de vue historique, tout d'abord, on a essayé d'utiliser des implants naturels, donc des dents ankylosées. Ensuite, on a un peu évolué par des ancrages temporaires vissés ou des implants. Et enfin, aujourd'hui, on a aussi à notre disposition des appuis directs, donc de placer des petits élastiques directement sur des plaques vissées dans l'os. Donc tout d'abord au niveau historique, l'ankylose intentionnelle des canines. Eh bien, les auteurs avaient déjà réalisé une expérimentation animale qui était prometteuse sur le macaque. Il s'agissait du professeur Vince Kokish, et ils ont voulu appliquer donc ces résultats en extrayant des canines temporaires d'un jeune enfant qui était atteint d'un syndrome. Donc c'est une craniosténose d'Apert ici, donc avec l'hypoplasie médiofaciale caractéristique, et pour lequel donc ils ont extrait les canines temporaires, réalisé une obturation en dehors de la bouche canalaire, réalisé un crochet en métal qu'ils ont solidarisé au composite à la dent, et ensuite réimplanté, et vous voyez le résultat au niveau des moulages, même si c'est imparfait, et la superposition céphalométrique qui a permis donc d'obtenir un déplacement squelettique, même s'il y a une petite composante de rotation postérieure, donc un avancement du point A, qui représente le maxillaire, de 4 mm entre l'âge de 5 ans 7 mois et 6 ans 10 mois. Cette technique avait été un peu passée aux oubliettes jusqu'à ce que je retrouve cette publication relativement récente de 2013 qui rapporte donc 20 sujets dans le groupe expérimental et 20 sujets dans le groupe témoin, qui présentaient des malocclusions de classe 3 traitées soit par masque facial seul, soit en association avec une ankylose intentionnelle des canines temporaires. Et on note, après un an de port soutenu, donc c'est 12 à 14 heures par 24 heures, qu'on a une augmentation significative de l'avancée du point A, qui est avancée de 6 mm par rapport au groupe contrôle, avec un ANB augmenté lui aussi de 3 mm, donc de plus que le groupe contrôle, même s'il y a de subtiles différences entre les garçons et les filles. Euh, il y a eu certains rapports de cas donc de stabilisation du FaceMac par on-plan qui permet là aussi d'obtenir une avancée du point A relativement similaire, on a 4 mm, et de normaliser donc les relations sagittales, mais ça s'accompagne, parce qu'on a toujours un appui mentonnier, d'une rotation postérieure, donc une augmentation du sens vertical de la mandibule. De façon plus classique actuellement, on stabilise donc l'ancrage pour le face mask grâce à des vis. Donc vous avez ici cette étude qui compare un appareil d'expansion rapide avec crochet de face mask avec et sans mini implants qui sont placés de part et d'autre de la suture palatine. Et donc l'âge moyen de traitement est celui classiquement rencontré, 9-10 ans, avec un traitement de 6 mois. Et on note que la mandibule recule de façon similaire dans les deux groupes, et que le maxillaire avance quand même 2 fois plus quand on a un ancrage par des mini-vis, avec au niveau qualitatif aussi moins de rotation de la mandibule, moins de mésialisation molaire et incisive, et moins d'abaissement également du maxillaire, ce qui pourrait être un outil intéressant. Pour aller un petit peu plus loin, on passe maintenant aux ancrages squelettiques qui peuvent présenter un avantage. Donc, ce sont des plaques d'ostéosynthèse qui sont adaptées sur la crête infrazygomatique du maxillaire et émergent de façon à permettre ou bien une traction pour masque facial classique, donc on n'a que des plaques au maxillaire, ou bien si on place également des plaques à la mandibule. Donc on voit l'évolution. Au départ, c'était des plaques classiques qui avaient été adaptées. Et puis après, le professeur De Clercq a réalisé des plaques adaptées.
Donc là, c'était la possibilité de porter des élastiques directement sur les ancrages, éventuellement en association avec une plaque en acrylique pour aider à passer l'occlusion inversée. Enfin, je ne peux pas passer sous silence la possibilité qui a été rapportée ici d'utiliser que des plaques mandibulaires cette fois. Les auteurs proposaient donc pour des sujets d'âge moyen de 13 ans, donc ils en avaient 19 dans leur groupe, l'utilisation de plaques mandibulaires pour traction de classe 3 qui étaient placées sur un appareil amovible, mais après que l'ostéotomie de l'Euphore 1 ait été, euh, même imparfaitement, mais quand même une ostéotomie de l'Euphore 1 ait été clivée. Et il rapporte donc avec une traction très rapide, vu qu'on est à 4 mois plus ou moins un mois, donc entre 3 et 5 mois de traitement, une normalisation des relations dentaires avec une normalisation du visage qui peut apparaître intéressante. Si on compare trois groupes, comme dans cette publication, qui étaient comparables sous tout aspect avant traitement. Donc on a un groupe contrôle qui est le groupe numéro 3 et deux groupes expérimentaux qui ont des plaques maxillaires uniquement avec un masque facial contre des plaques maxillomandibulaires avec élastique de classe 3. Donc ils sont comparables avant traitement. Après traitement, donc plus classique, entre 8 et 9 mois, on remarque qu'il n'y a pas de différence dans la longueur mandibulaire par rapport au contrôle, donc on n'a pas freiné la croissance de la mandibule. Il n'y a pas de différence, enfin peu de différence, même si on note une légère supériorité euh, du traitement par élastique de classe 3 continu. Il y a peu de différence entre le masque facial sur plaque et les élastiques de classe 3 sur plaque, sauf en ce qui concerne le sens vertical, où on a plus de rotation mandibulaire postérieure. Donc les effets qualitativement qui sont exercés par ces plaques, ces élastiques continus sur plaque, vont très au-delà de la zone alvéolaire. Donc, bien évidemment, on s'y attendrait. On a une apposition qui est soutenue dans la zone tubérositaire, qui est la zone de croissance du maxillaire, avec une disjonction maxillopalatine. Mais on a également, comme vous voyez matérialisé ici, ce sont des superpositions où vous voyez en vert les zones qui sont restées stables entre avant et après traitement chez donc 6 patients différents. En bleu, vous avez les zones qui ont reculé par rapport à la référence et en rouge, les zones qui ont avancé, donc jusqu'à 5 mm, quand vous voyez le brun ici. Donc ce qu'on peut noter de premier abord, c'est qu'il y a une grande variabilité dans la réponse des individus. Qu'il y a donc une action qui va très au-delà évidemment des dents, qui s'étend même jusqu'au plancher de l'orbite, donc au moins pour ces trois patients-là, voire même pour celui-là, même si la réponse en intensité est grandement variable. Vous avez aussi une petite composante de recul mandibulaire, voire de recul asymétrique chez ce sujet, chez qui les élastiques avaient été placés justement asymétriquement. Donc là, quand on regarde les résultats de l'avancée du point A, quand on compare un masque facial sur ancrage palatin, quel que soit le type d'ancrage, hein, donc ici c'est l'ancrage de plaque et ici c'est des ancrages plutôt avec vis, on note quand même qu'on a une plus grande efficacité selon cette méta-analyse quand on utilise un ancrage squelettique par rapport à un masque facial classique. Quand on compare, donc par rapport à une absence de traitement, et on est aussi supérieur, donc de quasiment 2 mm, donc très clairement plus que 2 mm dans cette étude-là, mais grosso modo 2 mm quand on utilise un ancrage squelettique par rapport à un ancrage dentaire. Donc bénéfice du traitement et bénéfice du traitement avec ancrage squelettique où on est vraiment au maximum de ce qu'on peut obtenir. Donc que se passe-t-il maintenant au niveau de la mandibule ?
Donc, la moyenne des traitements donc chez des sujets plus âgés, donc on est plutôt vers l'âge de 12 ans. Donc là, c'est des sujets qui étaient à différents stades de maturation squelettique, vu qu'il y en a certains qui étaient encore en prépuberté et d'autres qui étaient clairement mûrs. Donc, les auteurs observent une restriction de l'avancée du menton qui est obtenue par une combinaison de bascule postérieure, donc swing back du ramus, de quasiment 3 mm, avec une fermeture de l'angle goniaque, ce qui est complètement différent de ce qu'on observe dans toutes les autres thérapeutiques par masque facial. Il n'y a pas de changement significatif de taille de la mandibule, donc on n'a pas d'effet de freinage de la croissance mandibulaire, chose qu'on savait déjà. Pas de rotation postérieure de la mandibule, ni anomalie fonctionnelle qui serait induite par le traitement. Et chose intéressante, un remodelage des éminences articulaires. Donc vous voyez ici une vue inférieure, c'est la face exocrânienne. euh, donc c'est comme si on avait retourné. Vous voyez ici la fosse glénoïde et de la même façon, vous voyez les zones de remodelage, donc les zones qui se sont avancées et les zones qui ont reculé. Et donc vous allez avoir, cette fois on est en vue postérieure, donc c'est un petit peu inversé, on a un recul en fait, un remodelage, donc recul ici des condyles qui viennent vers nous, d'environ 2 mm. Que se passe-t-il au niveau des tissus mous? Eh bien, on a une action non pas limitée à la lèvre inférieure, à la lèvre supérieure, pardon, et inférieure, mais une action sur tout le massif facial moyen et la région orbitaire, avec une avancée moyenne des tissus mous de 3,5 mm, avancée des joues et de la lèvre supérieure, et un repositionnement relatif du menton et de la lèvre inférieure qui ne recule pas. Donc là, vous avez des sujets contrôle sans traitement. Et là, vous avez les sujets traités par élastique de classe 3 sur ancrage osseux. D'un point de vue scientifique, on peut remettre quand même en cause la qualité de ces très très belles images, mais la qualité scientifique de ces images. Les auteurs ont pris la précaution de faire une étude de mesure justement de la variabilité inter-observateur et même intra-observateur, et cette variabilité était extrêmement réduite. Elle était de moins de 0,04 mm pour l'ensemble des structures squelettiques et de 0,05 mm pour les tissus mous faciaux. Donc ils ont fait un certain effort, la technique étant relativement nouvelle et relativement complexe, donc on superpose des structures tridimensionnelles, mais ils ont montré sans équivoque la fiabilité de leurs résultats. Pour vous donner quelques exemples, le cas de cette jeune fille, donc cas relativement classique, même si on a vraiment l'impression d'une vraie prognathie mandibulaire. En fait, il y a un déficit maxillaire qui part de l'orbite, qui semble associé, et donc les résultats démontrent une avancée maxillaire significative, avec tout de même une composante de croissance verticale, mais pas de rotation postérieure de la mandibule. Des cas plus sévères avec agénésie multiple, où là on comprend particulièrement l'intérêt des plaques, parce qu'il n'était pas raisonnable de prendre appui sur les dents, et à 16 mois de traitement, une normalisation impressionnante de son profil. Les auteurs sont allés encore plus loin, donc là c'est des publications asiatiques, coréennes, sur l'utilisation cette fois uniquement de plaques maxillaires avec associé à un masque facial. Donc on retrouve une avancée du maxillaire, mais cette fois combinée avec une très très forte rotation postérieure de la mandibule, qui n'est pas si défavorable dans le cas de ces patients asiatiques qui ont des faces courtes. Et en allant encore plus loin, des fentes labiomaxillaires traitées elles aussi par masque facial sur plaque maxillaire, avec une composante d'avancée maxillaire significative et de rotation postérieure mandibulaire, avec des résultats quand même intéressants. Hugo de Clercq a comparé en fait les effets obtenus chez les sujets présentant des fentes par rapport à un groupe qui n'en présente pas. Et leurs conclusions ont été assez surprenantes. C'est que les quantités en fait d'avancées maxillaires étaient
relativement similaires en fait chez les patients qui présentaient ou non des fentes labiopalatines, donc leur réponse était bonne et que pour aller encore plus loin, les différentes étaient relativement discrètes entre les deux côtés, affectés et normales, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, avec bien sûr une sévérité beaucoup plus importante du décalage de classe 3 chez les sujets qui présentaient des fentes. Une réponse similaire, donc les différences n'étaient pas significatives, que ce soit au niveau dentaire, de l'avancée du rebord orbitaire, zygomatique ou de la molaire. Alors comment ça se passe pour placer ces plaques? Parce qu'on peut se poser la question de la morbidité. Eh bien, c'est une anesthésie locale, parfois une anesthésie générale chez les patients vraiment jeunes, et on utilise 3 vis au maxillaire et 2 vis à la mandibule, en prenant bien soin à ce que les crochets sortent à la jonction, à la ligne muco-gingivale pour rester dans la gencive attachée et permettre un bon nettoyage. Donc les plaques sont adaptées à la morphologie de la crête infrazygomatique. Les suites sont relativement modérées, essentiellement un œdème qui est maximum à 5 jours, qui peut nécessiter une couverture antibiotique et anti-inflammatoire au placement, mais qui n'est pas nécessaire lors de la dépose. Et les patients se plaignent d'une douleur modérée, mais plus fréquemment d'une blessure de la joue du dispositif. Les forces orthodontiques, donc la mise en charge est préconisée 2 à 3 semaines après l'intervention, pas plus de 100 à 150 grammes par côté initialement, et on augmente progressivement jusqu'à atteindre 250 grammes à 3 mois. On peut préconiser un plan de morsure, c'est-à-dire une surélévation pour passer l'interférence antérieure, et des instructions d'hygiène de base pour ne pas générer d'effets secondaires au niveau des plaques, notamment dire aux enfants de ne pas jouer avec les élastiques, disent des auteurs, ne pas jouer à la guitare avec les élastiques, pas faire de la musique avec. En conclusion, le traitement orthopédique de classe 3 par élastique permet d'obtenir de meilleurs résultats cliniques que la protraction maxillaire dent-emportée ou la fronde mentonnière. La réponse de croissance est médio-faciale et non pas uniquement limitée aux dents. Elle est maxillozygomatique. Elle ne génère pas de rotation postérieure de la mandibule, donc elle peut trouver une indication dans les schémas verticaux, avec moins de déplacement dento-alvéolaire, plus de réponses squelettiques, quasiment le double de ce qu'on peut obtenir avec un masque facial, avec un rythme de quasiment un demi-millimètre par mois, et plus de remodelage postérieur de la fosse mandibulaire. En revanche, ce traitement doit être instauré plus tardivement que l'orthopédie classique parce qu'on a besoin d'attendre l'éruption des canines mandibulaires permanentes, comme vous l'avez vu, pour ne pas risquer de léser une racine lors de la procédure chirurgicale. Il y a une grande variabilité interindividuelle et malheureusement, il n'y a pas de biomarqueurs pour définir les profils de patients qui vont répondre le mieux. La technique et le matériel sont pour l'heure pas encore très démocratisés. Ça ne marche qu'entre les mains de certains chirurgiens qui ont bien été formés à la technique. Et on ne peut pas non plus passer sous silence le fait que ce soit un acte invasif concernant la pose et la dépose, et qu'on n'ait pas non plus de données à long terme, même si les résultats semblent très prometteurs. Voici les références. Et voici juste une illustration de ce que nous proposons aux adultes qui présentent des malocclusions de classe 3. Donc on leur propose une correction par une ostéotomie de l'Euphor 1, mais qui est très nettement inférieure, vous le reconnaîtrez, avec la possibilité d'une avancée non chirurgicale de tout le complexe médio-facial qui souvent est déficitaire.